nous avons également pensé que nous pourrions extirper les premières présuppositions enfouies dans ces histoires de vie en étudiant de près le langage qui était utilisé. Après tout, un récit n'est pas seulement composé d'une intrigue, d'une fabule. C'est aussi une façon de dire, un sujet. Aussi avons-nous analysé le discours lui-même, mettant en évidence les mots révélateurs, les expressions qui signent un discours, les formes grammaticales du récit. Et nous avons compté les modes relevant du devoir et du savoir pour apprécier à quel point chaque membre de la famille avait recours au contingent et au nécessaire pour structurer son récit. Nous avons examiné les contextes d'utilisation des verbes mentaux pour enrichir notre tableau de la subjectivité chez Goodhertz. Fort heureusement, l'ordinateur permet de réaliser calculs et analyses précises. Il n'est malheureusement d'aucun secours lorsqu'il s'agit de sous-entendus et de leur interprétation. Là, nous avons cherché un guide dans la linguistique appliquée à la littérature et au discours. 3. Notre procédure d'interrogatoire était volontairement informelle, conçue pour encourager la fabrication de significations par le récit narratif, plutôt que pour obtenir les réponses par catégorie que l'on obtient avec les interviews classiques. Nous avons expliqué au début de chaque interview que nous nous intéressions aux autobiographies spontanées et à la manière dont les gens parlent de leur vie, à leur façon. Ma collègue Suzanne Weisser, professeure de littérature anglaise, et moi-même leur avons expliqué que nous nous intéressions depuis longtemps à ce sujet et nous avons pris garde d'être très clairs sur le fait que nous n'avions nullement l'intention de porter des jugements ni d'entreprendre une thérapie. Ce qui nous intéressait, c'était d'enregistrer des histoires de vie. Puis, Suzanne Weisser a mené chaque interview dans son bureau pendant une période de plusieurs mois. Le travail épistémologique des théoriciens modernes de l'autobiographie a été considérable dans les 15 dernières années. Il n'empêche que les gens ordinaires, et même ceux qui ne le sont pas, éprouvent au pied du mur quelques difficultés à raconter leur histoire. Les récits que nous avons entendus étaient, à n'en pas douter, conçus pour satisfaire l'intérêt que nous avions manifesté pour les histoires de vie. Nous savions également qu'un intervieweur ne peut demeurer neutre pendant les entretiens. Suzanne Weisser riait lorsque quelque chose de drôle était énoncé, et elle faisait aux événements racontés les réponses appropriées, des humes, des mon Dieu. Il lui arrivait même de demander des éclaircissements lorsqu'un fait ne lui paraissait décidément pas clair. Si elle n'avait pas choisi de se comporter ainsi, elle aurait eu le sentiment de violer les règles du dialogue ordinaire. Suzanne Weisser est une femme d'une quarantaine d'années, chaleureuse et amicale, que les récits de vie fascinent à la fois personnellement et professionnellement. Elle a joué un rôle. Les réponses des 6 personnes interrogées reflètent naturellement le style chaleureux qu'elle a donné aux entretiens. Ils auraient réagi différemment à un intervieweur plus formel ou dont la personne aurait été quelque peu différente. Leur réaction n'aurait tout simplement pas été la même s'ils avaient été devant un homme plutôt que devant une femme. Une étude approfondie devrait être consacrée à ce genre de problème. Mais nous avons décidé que ces questions ne convenaient pas à un premier essai. Il est évident que l'histoire d'une vie racontée par une personne précise à une autre personne précise est le produit conjoint de ces deux interlocuteurs. Les selfs, quelle que soit l'attitude métaphysique que l'on adopte par rapport à la réalité, ne peuvent se révéler que dans une transaction entre quelqu'un qui raconte et quelqu'un à qui il raconte. Et comme nous le rappelle Micheler, quel que soit le sujet abordé par l'interview, il doit être évalué à la lumière de cette transaction. C'est dire que l'on ne peut que conseiller l'exercice d'une certaine prudence interprétative. Nous avons dressé une liste d'une douzaine de questions rapides à poser lorsque les sujets parvenaient au terme de leur premier récit spontané, qui a pris d'un quart d'heure à 1 heure selon les interviews. Questions toujours posées dans le même ordre. C'étaient des questions très ouvertes. Comment, d'après vous, vos parents vous considéraient-ils lorsque vous étiez un enfant, ou plus précise, voyez-vous dans votre vie quelque chose dont vous pourriez dire que cela ne vous ressemble pas? Ou encore, si vous deviez décrire votre vie comme un roman, une pièce de théâtre ou une histoire, à quoi diriez-vous qu'elle ressemble le plus? Les entretiens duraient entre 1 et 2 heures et ils étaient bien évidemment enregistrés. Chacun des 6 membres de la famille Goodhertz a remarqué à un moment ou à un autre spontanément qu'il avait aimé ces entretiens et ou qu'il les avait trouvés personnellement très édifiants. Plusieurs ont dit qu'ils avaient été assez surpris de ce qui n'en était sorti. Cette dernière remarque, de fait, est très commune dans l'entretien autobiographique, et elle en dit long sur le fait que par nature, parler de sa vie est une construction.
Quant à la session familiale, je l'ai introduite en leur expliquant que nous avions étudié leur autobiographie et que nous avions été passionnés par la manière dont ils vivaient le fait d'être des good herds. La session a duré près de 3 heures sans que nous ayons une seule fois l'occasion de glisser l'une des questions que nous avions prévu d'introduire, si le besoin s'en faisait sentir. La discussion allait toujours bon train lorsque nous y avons mis fin, mais nous avions décidé à l'avance que 3 heures était une durée suffisante. Nous nous sommes réunis autour d'une table de conférence. Des cafés et des rafraîchissements étaient à la disposition des participants. Il ne s'agissait pas à proprement parler d'une interview, mais même si les Gooders étaient évidemment conscients de notre présence, dans une certaine mesure, ils nous parlaient, même s'ils semblaient adresser leurs commentaires à un autre en même temps qu'à nous. Mais nous avons pu à un certain moment penser que nous étions oubliés. Nous savions qu'il s'agissait d'une famille unie, fière de pouvoir discuter librement de tout et de n'importe quoi en famille. Ont-ils eu conscience de leur conversation autour de la table a parfois pris un tour assez proche de la confrontation, particulièrement lorsqu'ils ont abordé le problème des relations entre générations. À un moment, Debbie, la plus jeune des filles, qui a 25 ans, était toujours considérée comme le bébé de la famille, a attaqué ses parents en les accusant d'avoir eu une attitude raciste vis-à-vis d'un de ses anciens petits amis, qui était noir. Sa mère lui a répondu que si Dieu avait voulu que les races se mélangent, il ne leur aurait pas donné des couleurs différentes. Comme toute personne qui a pour rôle de maintenir une atmosphère conviviale, j'ai saisi l'occasion de la pause qui a suivi pour annoncer qu'un nouveau pot de café était prêt. Je n'ai réalisé qu'après coup que je m'étais comporté de manière familiale, car comme Clifford Geertz me l'avait fait remarquer, lorsque nous avons commencé ce travail, les familles sont des systèmes conçus pour éviter que les gens ne soient expulsés par la force centrifuge d'intérêts inévitablement divergents. Et cette famille-là disposait de 2 moyens pour y parvenir. Le premier consistait en une habile gestion des relations interpersonnelles, plaisanteries, diversions. Mon annonce de l'arrivée de café frais s'y est pliée. Le second était une distribution rigoureuse des rôles familiaux, que chacun respecte en ayant même recours à des histoires familiales canoniques, permettant de mettre ces rôles en valeur. Toutes les familles sont en réserve quelques histoires de ce genre et la famille Goertz les utilisait adroitement, comme nous allons le voir maintenant. Permettez-moi de vous brosser un portrait rapide de la famille Gooders, suffisamment précis toutefois pour que ce qui va suivre soit compréhensible. Le chef de famille, c'est George Gooders. C'est un self-made man dans la soixantaine, entrepreneur en chauffage très attaché à son travail, mais tout aussi fier de son rôle d'homme de confiance dans sa communauté. Ses amis se tournent vers lui lorsqu'ils ont des problèmes, besoin de conseils ou d'un petit prêt. Son père, selon son témoignage, était un buveur qui pourvoyait assez mal aux besoins de sa famille. Lorsqu'il a fini par les quitter, Georges a été accueilli gratuitement dans une petite école paroissiale. Il nous a raconté qu'il est devenu le favori des sœurs qui appréciaient ce garçon disponible et serviable. Georges est devenu catholique, sa famille n'ayant eu jusque-là que de vagues relations avec la religion protestante. Il affirme ne plus être croyant, tout en étant très conscient des obligations morales qu'il a apprises à l'Église et en s'efforçant de vivre en s'y conformant. C'est un homme très réfléchi, bien qu'il n'ait jamais terminé l'enseignement secondaire, et la langue de son autobiographie contient une forte densité de mots ou de phrases qui font la différence entre ce qui paraît être et ce qui est. Il est efficace et réservé, mais il s'inquiète d'avoir peut-être manqué d'intimité dans sa vie. En falsifiant sa date de naissance, il a devancé l'appel. Il a quitté l'armée 5 ans plus tard, à moins de 25 ans, avec le grade de sergent-chef. Mais il ne se voit nullement comme un dur, bien qu'il soit convaincu que l'on doit être débrouillard pour s'en sortir dans ce monde. Rose, son épouse, est une femme de la seconde génération des Italo-Américains, très portée sur la famille, très attachée à ses anciens amis, ses voisins dans Brooklyn, où ils ont vécu pendant 30 ans. Elle se dit catholique et démocrate. Comme son mari, elle a eu un père qui, selon ses termes, était de la vieille école. Vantard, buveur, négligent avec sa famille. C'est un coureur. Tous deux, mari et femme, partagent la même volonté d'offrir à leurs enfants une vie meilleure que celle qu'ils ont connue. Rose est heureuse d'avoir dans sa famille une réputation d'entêtée. Lorsque les enfants ont été élevés, elle était retournée au travail comme comptable de l'entreprise de son mari, mais avec un salaire. Elle ne réfléchit pas autant que son mari. Elle croit beaucoup au destin qui peut être infléchi par l'effort. Avec l'aide du destin, j'ai élevé mes enfants de telle façon qu'aucun ne s'est drogué. La transcription de son interview est pleine du langage du réalisme.
On y voit peu d'efforts pour interpréter la signification des choses. Ce qui est prend le meilleur de ce qui semble être. L'aîné des enfants, Karl, qui a pris une part active au mouvement catholique pour la paix lorsqu'il était lycéen, est le premier de la famille à être allé au lycée catholique qu'il a quitté après son bac pour rejoindre une université laïque hors de la ville, où il a passé un doctorat en physiologie sensorielle. Il est réfléchi, méthodique et didactique dans son récit autobiographique, dont on peut rendre l'esprit en notant des expressions comme « si j'avais su alors ce que je sais maintenant ». Il est très conscient d'être allé bien plus loin dans ses études que les autres membres de sa famille, mais il reste en contact étroit avec elle. Il dit pourtant vers la fin de son autobiographie, en se moquant un peu de lui-même, « Qu'est-ce qu'un gars de Brooklyn fait là-haut ?» Il se dit spécial, il a le don de percer les boniments et l'hypocrisie et d'aller son bonhomme de chemin. Il est l'allié naturel de sa sœur Debbie, la moins rigide et la plus spontanée de la famille. Il est toujours célibataire après les 40 ans, vit à Manhattan, où il travaille comme chercheur, mais il ne manque généralement pas le repas du dimanche dans la maison familiale de Brooklyn. Nina le suit immédiatement, enfant dodue et obéissante, selon son témoignage. Elle dit qu'elle est devenue plus rebelle lorsque son père a désapprouvé sa manière de s'habiller et de sortir. On attendait de moi que je m'habille en noir et en brun et que je me tienne tranquille. Elle s'est très vite mariée à un homme qui est devenu alcoolique. Elle a eu une fille, s'est séparée de son mari et est revenue à la maison. Elle s'est rapidement découvert un esprit d'entreprise. Elle a eu beaucoup de succès avec des chocolats fabriqués à la maison qu'elle vendait au magasin du coin. Sa vie a changé, nous a-t-elle dit. Armée d'une nouvelle confiance en elle-même, elle a obtenu un travail dans un service de vente par téléphone. Elle n'a pas tardé à montrer son propre service et elle s'en tire très bien aujourd'hui. Lorsqu'on lui demande à la fin de son autobiographie ce qu'elle attend le plus de la vie, elle répond en riant « plus ». Nina rit facilement et elle utilise son rire pour aider ses parents et ses frères et sœurs dans les moments de tension. Ces tentatives de réconciliation par le rire s'entendent en arrière-plan pendant la confrontation de Debbie avec ses parents à propos du racisme. Qu'elle soit feinte ou sincère, sa façon de se moquer d'elle-même est l'un des moyens par lesquels elle cherche à se faire aimer de sa famille. Dans l'année qui s'est écoulée, avec les entretiens que nous avions eus avec elle et la session familiale, elle s'était remariée et avait de nouveau divorcé. Elle nous l'a annoncé avec ses manières de belle femme épanouie qui se moque d'elle-même. Je suppose que le mariage est désormais mon passe-temps. Malgré mon esprit d'entreprise, elle s'identifie très fortement à sa famille et à sa fille, et elle se voit comme une bonne mère. Harry, c'est celui qui n'a pas eu de chance. Il a fait de son mieux pour faire plaisir, mais il n'a pas été un enfant heureux. Il était si boulimique lorsqu'il était petit que sa mère lui a mis un écriteau « ne pas nourrir » autour du cou lorsqu'il sortait se promener dans le voisinage. C'est l'une des histoires familiales traditionnelles chez les Goodards. Son récit autobiographique est quelque peu déphasé. Il a du mal à restituer l'ordre des événements. Ses intentions ressortent mal et il est confusément en dehors du sujet, dans ce sens que le texte ne révèle pas toujours à quoi il se réfère. Il s'est marié avec une jeune voisine alors qu'il était encore assez jeune lui-même, et pour lui donner l'impression d'être plus à l'aise, il a encouragé à continuer de voir ses anciens amis, y compris un ancien flirt. Les ennuis ont commencé. Un jour, elle a volé l'argent qu'il avait collecté pour son club de bowling. Il nous a dit qu'il avait alors quelque peu malmené. Ils ont eu un enfant, ont divorcé peu de temps après, et l'on ne comprend pas clairement, d'après ce qu'il raconte, comment son ex-épouse s'est débrouillée pour lui faire retirer son droit de visite à l'enfant. Quoi qu'il en soit, bouleversé par tous ces événements, il a frappé un client. Il travaille pour la municipalité, et il a été démis ou suspendu. Lorsqu'il nous a raconté cette histoire, il était engagé dans 2 affaires judiciaires, l'une pour récupérer son droit de visite, l'autre pour retrouver son travail. Sa vie était en suspens. Son récit est celui qui contient la plus grande quantité de phrases incomplètes et inanalysables de toutes celles de la famille. C'est aussi celui qui est le moins structuré narrativement, que ce soit dans les interviews ou dans la session plénière. On est touché de sentir un respect et une attention réelle pour Harry. Je pense que c'est le plus gentil d'entre nous, a dit sa mère.